Welcome back to the show. As you can see, I'm joined by new guest Hassan. Bienvenue à nouveau dans l'émission. Before we Comme get vous into pouvez le the voir, je suis conversation, accompagné d'un nouvel news. invité, So Hassan Donald Trump appears to Safanijad. be blowing up his Avant de own passer à notre appeal. conversation, The un mot United sur les States, dernières Donald Trump nouvelles. has announced Alors, that Donald Trump there semble être en is train de going faire to be exploser a son propre meeting, accord. supposedly, Les États-Unis, par la voix de Donald tomorrow Trump, in Doha, ont annoncé qu'une réunion devait that there's avoir going to lieu, be a soi-disant meeting demain, on à technical Doha, pour des Now, discussions Iran has techniques. rejected Mais l'Iran this a claim, rejeté cette and they do so affirmation, on the basis en that expliquant que les États-Unis ont United commis de States vastes actes has d'agression contre committed l'Iran. vast acts of aggression on Iran. Tasnim News reports that they reject this claim. Tasnim by News Axios dément that cette there will be information technical d'Axios, talks tomorrow. selon There laquelle has des been no discussions agreed upon techniques date auraient lieu for the demain. continuation Ils affirment of qu'aucune these date n'a talks. été convenue Now, this pour la comes, reprise de ces pourparlers. as Iran Cela intervient has alors que l'Iran a responded réagi harshly très to durement multiple à plusieurs frappes US américaines strikes menées ce on week-end it over the et a adressé un weekend avertissement and très has ferme aux sent États-Unis. a very Selon les strong informations relayées warning par Iran to International, the United un média States, pro-israélien, saying, per Tasnim News, Téhéran the aurait déclaré pro-Israeli que les Iranian bases national, américaines that connaîtraient US l'enfer à bases l'avenir will et dans la prochaine experience phase de cette hell guerre si in Washington the future continue de and violer les accords de in the cessez-le-feu. next phase of this war, Alors Hassan, the United bienvenue States dans is l'émission. violating Comment ceasefire allez-vous? arrangements. Merci d'être avec moi aujourd'hui. So, Hassan, welcome to the show. How are you doing? Thanks for joining me today. Je suis ravi d'être dans votre émission et merci de votre discuter. Of course. Well, your thoughts on Bien sûr. the latest developments. What Alors, is que going pensez-vous on des here? derniers développements? Of course, Qu'est-ce qui se passe we ici? have market On voit clairement une manipulation manipulation des in the marchés. United States Les États-Unis, to, apparemment, ont frappé l'Iran à over 2 the reprises ce weekend, week-end, juste après la as fermeture des markets marchés. closed, strike Iran Ils affirment twice, avoir visé les saying télécommunications, la défense aérienne, tout le long de la côte du everything détroit d'Ormuz. along the Strait of Maintenant, Hormuz coast. l'Iran a réagi Now, et refuse pour l'instant d'engager Iran des has discussions. responded and Mais quelle est votre is réaction à tout not ça? engaging in Parce que talks Trump, at lui, this moment, dit quelque but chose de your complètement différent. reaction, to these developments, Trump is saying something completely differently. D'accord, donc ce n'est évidemment pas la première fois que ça arrive. Tout au long de la guerre, on a vu le même schéma se répéter. Mais ce que je regrette, c'est que la déclaration du côté iranien n'est pas totalement fiable non plus, malheureusement. Je suis très pro-Iran, pro-axe de la résistance. On a vu par exemple, quand le conseiller médiatique de l'équipe de négociation iranienne disait « Pas de négociation pour le moment ». Et ce, pour le moment, dure à peine 2 heures, n'est-ce pas? Donc je ne sais pas si cette rencontre va vraiment avoir lieu ou pas. Je suis comme tout le monde. Je n'ai aucune information sensible à ce sujet à partager avec votre public, malheureusement. J'ai seulement certains éléments concernant le domaine militaire. J'ai accès à certaines informations sur l'armée elle-même, mais pas sur les aspects militaires liés à la négociation en cours. En revanche, pour ce qui est de la manipulation du marché, juste un mot avant d'élargir la discussion. Vous avez évoqué la manipulation du marché et le fait que le moment choisi pour ces frappes est très précis. Après la fermeture des marchés, il lance les frappes. Avant l'ouverture, il parle de négociation. Tout ça, au fond, c'est relativement secondaire. Je ne veux pas minimiser la violation flagrante du cessez-le-feu par les États-Unis. Mais de mon point de vue, j'évalue la réaction du marché et je planifie l'avenir en fonction du nombre de navires et de pétroliers qui traversent le détroit d'Ormuz. D'après ce que je sais, même si je suis critique envers le gouvernement iranien, notamment parce qu'il limite la capacité des forces armées iraniennes à mener le genre de frappe que, je le sais, la force aérospatiale des gardiens de la Révolution voudrait effectuer, ou les frappes que moi aussi j'aimerais voir, surtout en ce qui concerne les Émirats arabes unis et le Qatar, qui ont été d'une certaine manière épargnés par les représailles iraniennes, ce qui est vraiment regrettable. Mais à mon sens, il faut regarder le nombre de navires qui traversent le détroit d'Ormuz.
Et je crois qu'il y a 2 jours, on est le 29 juin, si je ne me trompe pas, désolé, on n'a pas le même calendrier, donc c'était le 27 juin. Et sur 24 heures, seulement 40 navires ont traversé le détroit d'Ormuz. Alors, environ 70% d'entre eux ont choisi le couloir sud, la route du sud. Dans le détroit d'Ormuz, il y a 3 routes. La route nord, la route sud et la route TSS. J'ai oublié ce que ça veut dire, mais c'est la route du milieu, non? Le Separation Traffic ou quelque chose comme ça. Donc, cette route du milieu est bloquée, d'accord? Aucun navire ne peut y passer. La route nord est contrôlée par l'Iran. La route sud est contrôlée par Oman. Et malheureusement, 27 navires sur 40 ont emprunté la route sud. Ce serait acceptable si c'était Oman qui les faisait passer, mais malheureusement, ils l'ont fait sous la direction de la marine américaine. Et c'est bien là le problème. Alors, même si je n'aime pas vraiment la dynamique qu'on observe ici, je comprends bien qu'établir un contrôle sur le détroit d'Ormuz en temps de paix, c'est essentiel, et infiniment plus difficile que de le faire en pleine guerre. En temps de guerre, on déclare simplement que c'est une zone de conflit et on fait ce qu'il faut faire. En période de paix, c'est beaucoup plus subtil. Il faut agir avec finesse, prendre des mesures discrètes, graduées. Mais 40, ça reste sans commune mesure avec les chiffres qu'on voyait avant le début de la guerre. 139, si je me souviens bien. En moyenne, chaque jour, 139 navires traversaient le détroit. Et vous savez, pour que les États-Unis puissent reconstituer leurs réserves stratégiques de pétrole, ou que d'autres pays fassent la même chose, ce chiffre est très loin d'être suffisant. Le contrôle du détroit d'Ormuz reste entre les mains de l'Iran. Je pense qu'il faudrait que ce contrôle soit exercé de manière plus affirmée. Mais bon, jusqu'ici, tout va bien. Oui, eh bien, Abbas Araghchi a déclaré aujourd'hui qu'en effet, l'Iran allait contrôler le détroit d'Ormuz pendant toute la durée du protocole d'accord. Et donc, qu'il y aurait des conséquences si les États-Unis enfreignaient cet accord. Maintenant, on peut peut-être aborder l'aspect militaire de tout ça, Assam, parce que ce que dit Donald Trump, sans grande surprise, c'est que selon lui, l'Iran serait venu voir les États-Unis en disant « Non, 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 arrêtons toutes les frappes et discutons après que les États-Unis ont frappé », ce qui bien sûr donne l'avantage aux États-Unis. Eh bien, l'Iran affirme avoir infligé d'importants dégâts aux bases américaines au Koweït et à Bahreïn ce week-end, en représailles à ces frappes. Quelle est la vérité là-dedans? Est-ce que vous avez des informations à ce sujet? Parce qu'en ce moment, c'est vraiment difficile de savoir ce qui se passe quand de tels événements se produisent. Puisque les États-Unis et les pays du Golfe ne communiquent évidemment aucune information sur l'ampleur des frappes iraniennes. Et je suppose que l'Iran n'a pas forcément, pour l'instant, les moyens satellitaires pour les vérifier non plus. Alors, qu'en pensez-vous? Avez-vous des informations? Bon, d'abord, petite mise au point. En temps de guerre, évidemment, on parle souvent du fameux brouillard de la guerre. Évaluer les dégâts après une attaque, c'est très difficile, non? Mais moi, ce que je vois, c'est que, par exemple, les États-Unis ont frappé une tour radio en Iran, et ils l'ont attaquée encore, et encore, et encore. À ce stade, je me demande vraiment ce qu'ils bombardent exactement, et comment cette tour tient toujours debout. Honnêtement, si quelqu'un a une réponse à cette question, dites-le moi, contactez-moi sur X. Je suis très curieux de comprendre la logique et ce qui se passe là. Ils ont aussi visé certains entrepôts de drones. Mais la production de drones en Iran est rapide et facile, non? Donc, au fond, ça n'a pas une grande valeur stratégique.
Je parle du CENTCOM au fait. Le CENTCOM a déclaré qu'ils avaient aussi visé un projet lié à la production de mines ou une installation en rapport avec les mines, que ce soit pour en fabriquer ou pour en stocker. Mais ça, honnêtement, ce n'est pas très important, vu le rythme de production en Iran. Donc, en réalité, ils n'ont rien touché de vraiment stratégique concernant l'Iran. Évidemment, je ne cherche pas à minimiser le fait qu'ils ont encore une fois violé le protocole d'accord, qu'ils ont enfreint l'article 1er du Memorandum of Understanding. Donc oui, c'est un fait, et ça montre leur vrai visage. Ils ont prouvé pour la millième fois qu'aucun accord avec les États-Unis ne vaut le papier sur lequel il est écrit. Mais bon, malgré tout ça, la situation reste gérable. En réponse, l'Iran a pris pour cible la 5e flotte à Bahreïn. En fait, c'est bien là que se trouve la 5e flotte, ou plutôt son ancien quartier général. Et c'est toujours ce site qu'ils visent. Je parle ici des forces navales des gardiens de la Révolution, qui ont attaqué une station radar sur une base aérienne au Koweït. Pour ma part, j'accorde plus d'importance aux stations radars américaines qu'aux drones iraniens. C'est comme ça que j'évalue les choses. Coup pour coup, je ne suis pas particulièrement satisfait de cette situation, même si je reconnais que les dégâts causés par l'Iran ont sans doute été plus importants que ceux des États-Unis. Mais ce que je considère vraiment comme une erreur, une mauvaise tactique, c'est que les Émirats arabes unis soient désormais exclus des frappes de représailles iraniennes. Alors qu'on sait très bien que les Émirats ont bombardé l'Iran avec des drones et des avions de chasse, qu'il s'agisse de Mirage ou de F-16. Et cette dynamique-là, je ne l'approuve pas. C'est un point intéressant. Peut-être que vous pouvez expliquer, selon vous, quels sont les facteurs qui ont influencé cette situation. Parce que moi aussi j'ai remarqué que la liste des cibles de l'Iran semble se concentrer surtout sur le Koweït et Bahreïn, alors que les Émirats arabes unis et l'Iran ont, je crois, rétabli des liens économiques. Il me semble même que les vols entre l'Iran et les Émirats ont repris. Bien sûr, les Émirats, c'est un pays juste de l'autre côté de l'eau, très proche. Mais en même temps, comme vous l'avez dit, c'était le principal acteur de la guerre, en dehors d'Israël. Et il collaborait d'ailleurs avec Israël dans les opérations que vous avez mentionnées. Alors selon vous, quels sont les calculs derrière le fait que l'Iran ait détourné sa liste de cibles des Émirats arabes unis? Écoutez, il y a deux façons de voir les choses, d'accord? La première, c'est avec un regard très cynique. Et la seconde, c'est une approche plus optimiste. Si c'était moi qui prenais les décisions, je pourrais imaginer qu'on laisse les Émirats arabes unis tranquilles pendant un certain temps. Comme ça, quand on commencerait à frapper là-bas, on pourrait viser des choses comme les entreprises qu'Elon Musk, par exemple, y possède. Voilà. Donc l'idée, c'est de ne pas toucher tout de suite à ces grandes sociétés qu'on appelle privées, mais qui en réalité sont des sous-traitants militaires, comme Microsoft, Amazon ou les sociétés d'Elon Musk. Ce sont des sous-traitants militaires, non? Donc, je peux imaginer que dans une certaine mesure, ça peut avoir du sens pour eux de ne pas le faire. Mais ce qui me terrifie vraiment, c'est qu'il y a, et c'est difficile pour moi d'en parler, c'est lié à l'économie, à la corruption et aux élites qui ont des intérêts et des affaires aux Émirats arabes unis. Malheureusement, je pense que c'est bien le cas. Quand le président iranien est passé à la télévision et qu'il a dit, en gros, « Nous sommes vraiment désolés d'attaquer les pays arabes sionistes du Golfe Persique », il s'est en quelque sorte excusé, même si c'était de manière implicite. Quand il a dit ça, c'était complètement faux, parce que l'Iran attaquait des bases américaines dans ces pays-là. Et ces bases, on ne les considère pas comme leur territoire,
mais bien comme du territoire américain, non? Donc, une partie au conflit. Mais cette plainte s'est un peu calmée quand les généraux des gardiens de la Révolution, ceux qui prennent les décisions, ont arrêté de mener des attaques plus larges contre les Émirats arabes unis. Du coup, on se demande, est-ce qu'il y a des liens financiers entre les donateurs du président et les Émirats qui auraient pu les décourager de lancer de nouvelles attaques? Ça a toujours été comme ça. Souvenez-vous des émeutes de la fin décembre 2025, début janvier 2026. Vous savez, le problème a commencé dans le bazar iranien. Et le résultat, ça a été une manipulation de la monnaie. Ce que les gens oublient souvent, c'est qu'à cette époque, l'Iran comptait sur des mandataires aux Émirats arabes unis pour lui envoyer les dollars qu'ils avaient obtenus en gérant en gros les sociétés et les biens dont ils avaient la charge. Vous voyez? Et malheureusement, ces personnes ne l'ont pas fait, volontairement. C'est pour ça qu'en Iran, certains utilisent une expression, pas au sens littéral, pas pour dire que les politiciens ont fait ça, mais pour parler de ces gros intérêts financiers à l'intérieur du pays qui ont des liens directs avec les Émirats. Et malheureusement, ils ont mal agi. Alors forcément, on se demande si on n'est pas en train de revivre le même scénario. Hmm. Yeah, well, these are all good questions. Now, Oui, ce sont toutes de très bonnes questions. Alors, un autre aspect sur lequel je voulais revenir, c'est qu'il y a de plus en plus de critiques adressées à l'Iran à cause de sa participation au processus du protocole d'accord. Et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. En particulier, Israël continue de frapper le sud du Liban. Ils viennent de signer cet accord avec les États-Unis et le soi-disant gouvernement libanais, ce qui plonge le Liban dans un désordre total. Et bien sûr, il y a d'autres évolutions, comme en Irak et ailleurs. Et puis évidemment, la grande question, la Palestine, qui est dans tous les esprits. Quelle est votre position sur la participation de l'Iran à ce processus et sur les critiques selon lesquelles, à cause de cela, il n'en ferait plus assez pour la résistance? Certains vont même jusqu'à dire qu'il privilégie désormais ses propres intérêts au détriment de la résistance. Comment réagissez-vous à cela? How do you react to that? Tu sais, ça me rappelle une manifestation que je dirigeais quand j'étais jeune. Enfin, plus jeune qu'aujourd'hui. Je veux dire, je ne suis pas vraiment un adulte, mais à l'époque, c'est moi qui menais cette protestation. Et je n'ai pas vraiment choisi de devenir la personne qui dirige le mouvement, tu vois. Mais à un moment donné, quand j'essayais de négocier un accord, le problème, c'est que d'autres gens se sont mêlés de l'affaire. Et le mouvement a complètement déraillé, tu vois. Du coup, j'ai dû faire marche arrière et quitter le mouvement que j'avais en quelque sorte lancé moi-même. Je critique beaucoup le protocole d'accord. J'ai plein d'arguments contre ce move. Mais malheureusement, il y a des gens qui ne comprennent pas vraiment de quoi il s'agit et qui se contentent de regarder ce que tu as écrit sur ton compte X. Et puis, on reprend vos propres mots, mais sans comprendre le poids qu'ils portent. Et ils les tordent un peu, d'une manière qui fait que quelqu'un comme moi, opposé au protocole d'accord, se retrouve dans une position inconfortable, obligé d'aller sur différents plateaux, au lieu de défendre simplement son point de vue. Ensuite, ils disent « Regardez, en fait, ce n'est pas comme vous le présentez. Ce n'est pas aussi grave que ce que vous dites. » Premier point, j'ai rédigé une analyse sur ce protocole d'accord. J'ai passé en revue chaque article et j'ai relevé leurs failles, d'accord? Et j'ai fait ça avant même de connaître l'avis du dirigeant iranien. Plus tard, il s'est avéré que lui aussi y était opposé. Donc je ne savais pas que finalement, j'avais la même opinion que le dirigeant iranien.
Et à cette époque, il fallait vraiment du courage, parce que le Parti réformiste essayait de présenter ça comme quelque chose qui aurait été approuvé par le dirigeant iranien. Voilà. Donc, oui, il m'a fallu du courage pour écrire ça. Mais aujourd'hui, on voit des gens qui exagèrent complètement. Ce que je remarque très clairement dans les critiques sur l'acceptation du protocole d'accord par l'Iran, c'est qu'on se concentre uniquement sur ce que l'Iran aurait gagné et sur les dommages subis par les États-Unis, d'une manière très biaisée, très tordue, sans comprendre les dégâts que l'Iran, lui, a subis. Je vous donne juste un chiffre, par exemple. 7000 mégawatts d'électricité ont été détruits lors des attaques américano-israéliennes contre des centrales électriques iraniennes, pas des centrales nucléaires. Et aujourd'hui encore, une information a été publiée par la BBC. Elle disait que 1300 personnes avaient été tuées. Ils sont morts à cause d'un coup de chaleur, parce que la température a grimpé dans plusieurs pays européens. L'Allemagne, par exemple, a apparemment battu un record avec 41 degrés Celsius. Vous savez jusqu'à combien ça monte en Iran? Jusqu'à 58 degrés. Pour ceux qui vivent aux États-Unis, ça fait environ 138 degrés Fahrenheit. Sans climatisation, dans une telle chaleur, on ne survit pas. Et puis, il y a ces gens qui ne comprennent pas ce que les Iraniens endurent et qui disent « Pourquoi vous ne continuez pas à vous battre ?» Franchement, qui se soucie du fait qu'on ait eu des coupures d'électricité l'été dernier? Nous avions déjà un déficit entre notre consommation et notre production. 7000 mégawatts d'électricité se sont ajoutés à ce déficit, non? Et on se retrouve dans une situation où il n'est pas vraiment raisonnable pour l'Iran de continuer à risquer, en gros, la vie de ses civils à cause de la chaleur, n'est-ce pas? Si 1300 personnes sont mortes en Europe, combien mourraient sous la chaleur iranienne? Et ce n'est pas tout. Certains disent, pourquoi ne pas poursuivre la fermeture du détroit d'Ormuz? Je ne sais pas si vous avez vérifié, mais c'est l'été en ce moment. Et ça veut dire que la demande en gaz n'est pas à son maximum. Pourquoi l'Iran continuerait-il à fermer le détroit d'Ormuz et à utiliser ce levier qu'il possède? Parce que je suis convaincu que quand on utilise trop souvent un outil, il finit par s'émousser. Voilà. Il faut donc se servir de ces leviers de manière intelligente, de façon stratégique. Pourquoi le faire en plein été, plutôt que de le faire au moment où ça fait le plus mal, c'est-à-dire à l'automne ou en hiver? Évidemment, il faut aussi rappeler qu'environ un quart de la production de gaz iranienne a été détruite lors des attaques américano-israéliennes. Donc, il faut aussi prendre en compte que l'Iran avait besoin d'un accord. Le pays ne pouvait plus exporter son pétrole à cause du blocus naval américain. Mais les gens balaient ça d'un revers de main et disent « Oui, mais il y a les flottes fantômes ». Quelqu'un qui me répond en parlant des flottes fantômes montre simplement à quel point il ne comprend rien à ce sujet. Il répète juste un mot qu'il a entendu quelque part. Parce que si ces flottes fantômes accostent dans les ports iraniens, eh bien, elles ne sont plus vraiment fantômes. Elles ne sont plus invisibles pour les États-Unis. Elles seront sanctionnées. Franchement, tu réfléchis avant de parler. Mais beaucoup de gens ont une confiance incroyable en eux et ils affirment tout avec une certitude absolue. Malheureusement, ça empoisonne le débat. Et encore une fois, pour boucler la boucle, je me retrouve à devoir défendre une politique que moi-même, je critique. Oui, je pense que ce sont des points importants. D'un côté, bien sûr pour l'Iran comme pour le reste du monde, décider d'engager des discussions avec les États-Unis, ce n'est pas une petite décision.
Et il y a sans doute beaucoup de raisons pour lesquelles certains peuvent être en désaccord avec cette idée. Mais d'un autre côté, l'idée, et c'est ce que j'essaie d'expliquer dans mes émissions, que les sanctions sur le pétrole, leur levée, la fin du blocus naval, ou même la question des avoirs gelés, ne serait pas non plus un enjeu majeur pour l'Iran. Ce serait ignorer le fait que les Iraniens sont eux aussi directement concernés. Si l'on choisit de résister à l'agression des États-Unis et d'Israël et de faire partie de ce qu'on appelle l'axe de la résistance, alors voir la situation empirer sans cesse, la vie devenir de plus en plus difficile, ce n'est pas quelque chose qu'un gouvernement digne de ce nom pourrait se permettre d'ignorer. Donc à mon avis, la situation est bien plus complexe que la simple idée selon laquelle l'Iran renierait ses principes. Est-ce que je peux juste vous interrompre un instant parce que j'ai oublié de répondre à un point que vous avez soulevé. Écoutez, c'est une retraite tactique, pas une retraite stratégique. L'Iran poursuit toujours le même objectif. Les membres du Conseil suprême de sécurité nationale ont donné aux dirigeants iraniens des garanties qu'ils allaient atteindre les mêmes buts, le même ensemble d'objectifs qu'il leur a fixés. Plutôt que de passer par la guerre, ils vont choisir la voie de la négociation. C'est difficile et je ne pense pas que ça mènera très loin. Mais je crois que si on a le bon état d'esprit, je parle ici des responsables du gouvernement iranien, et je pense justement qu'ils n'ont pas cet état d'esprit, si on a cette mentalité qui consiste à dire « il nous faut un peu d'air, il nous faut récupérer ces avoirs gelés, 12 milliards de dollars », ce n'est pas une petite somme pour l'Iran. Le budget de l'Iran, en réalité, se situe quelque part entre 40 et 50 et quelques milliards de dollars. Je parle ici du budget général. Il y a aussi ce qu'on appelle le budget total, mais 60% de ce budget va à certaines entreprises. C'est assez complexe, mais ce dont je parle, c'est du budget qui va directement au gouvernement iranien, donc autour de 40 à 50 et quelques milliards de dollars. D'accord. Alors, qui peut venir me dire que 12 milliards de dollars, c'est une petite somme? Que pour l'Iran, ça ne changerait rien dans l'appareil militaire, dans l'économie militaire, pour reconstruire les infrastructures endommagées pendant la guerre. Si on part du principe que cet argent ne durera pas et qu'il faut simplement l'utiliser pour se réarmer, se mobiliser et se préparer à la prochaine guerre, eh bien, dans cette logique-là, ça peut effectivement avoir du sens. Vous avez dit que vous ne pensez pas forcément que la direction iranienne raisonne de cette façon, mais que selon vous, certains dirigeants iraniens, sur le plan militaire ou autre, eux y pensent vraiment. Donc, on a l'impression qu'il y a peut-être un vrai débat interne, ce qui peut être sain pour un gouvernement. C'est souvent une bonne chose d'avoir des débats ouverts, des désaccords fondés sur différentes interprétations de ce qui sert le mieux les intérêts de l'Iran, et plus largement, d'autres grandes questions. Mais j'aimerais connaître votre avis là-dessus, sur cette idée que l'Iran se trouve en quelque sorte au bord d'un précipice. Beaucoup de gens parlent de la montée en puissance de l'Iran, de son influence, de son statut. Mais en même temps, le pays doit encore faire face à de nombreux défis, tous présents en même temps. Alors, pensez-vous que l'Iran a vraiment les moyens de diriger ce navire dans la direction que vous semblez souhaiter? Autrement dit, d'utiliser cette situation pour gagner du temps, plutôt que d'accepter des concessions toujours plus importantes. Écoutez, d'abord, je voudrais reconnaître quelque chose que vous avez dit. Oui, à l'intérieur de l'appareil politique iranien, il y a bien une division, mais cette division ne porte pas sur les objectifs globaux, plutôt sur les tactiques à adopter. Et vous avez tout à fait raison. Dans l'appareil de décision militaire, les hauts gradés sont convaincus que tout ça n'ira pas bien loin. En même temps, ils se réarment à une vitesse fulgurante, n'est-ce pas? En revanche,
les diplomates iraniens sont plus optimistes quand il s'agit de chercher un accord avec les États-Unis. Alors, revenons à ce dont vous parliez, à savoir la montée en puissance de l'Iran. Comme vous l'avez dit, on est dans une situation vraiment délicate. Soit on réussit et on devient la 4e superpuissance mondiale, soit l'Iran sera balkanisé. À ce stade, il n'y a pas de 3e voie. Il est très difficile d'imaginer qu'Israël, sous la direction de Benjamin Netanyahou, change de cap. Et tous ceux qui prétendent pouvoir devenir le prochain Premier ministre d'Israël cherchent à se montrer encore plus durs envers l'Iran que Benjamin Netanyahou lui-même. Yair Lapid, Naftali Bennett, tous ont critiqué Netanyahou sur la question iranienne. Pas pour dire « calmons un peu le jeu », non. Eux, ils veulent pousser le curseur encore plus loin, à fond. Voilà, c'est cet état d'esprit qu'on retrouve en Israël. Et évidemment, on sait que, par exemple, le chef de cabinet de Colin Powell, le colonel Lawrence Wilkerson, a un jour déclaré, en citant Colin Powell, que la politique étrangère de Washington est décidée et dictée à Tel Aviv, n'est-ce pas? Ce sont ces mots, ceux du secrétaire d'État des États-Unis. Donc pour moi, il est très difficile d'imaginer une 3e option pour l'Iran. Mais jusqu'à présent, les décisions prises par l'Iran montrent qu'il est prêt à prendre des risques. Je voudrais mentionner quelque chose, et en répondant à votre question, en profiter pour démonter une sorte de rumeur ou de propagande qui circule à propos de l'Iran. Certains disent que le dirigeant iranien ne se montre plus, que son rôle est devenu purement symbolique, qu'il a perdu le contrôle. Eh bien, le dirigeant iranien a déclaré que, pour que le protocole d'accord soit adopté, il fallait que 75% ou plus votent en sa faveur. Sinon, il ramènera le pays vers une sorte de guerre, non? Imaginez un peu. Il n'est pas satisfait avec 50% plus. Il dit 75%. Donc il est déjà prêt à franchir cette étape, à rejeter l'avis d'une grande partie de la population. On ne parle même pas d'une supermajorité comme au Congrès des États-Unis, autour de 60%. Non, 75%. Et pour moi, c'est un signe très positif. Ça montre que le dirigeant iranien envoie le message qu'on est dans une situation exceptionnelle, non? Et qu'il est prêt à prendre les décisions nécessaires. Donc, dans le pire des cas, on sait que le dirigeant iranien est prêt à s'opposer à certaines visions du parti réformiste. Parce que beaucoup de gens soulèvent la question « Ah, les réformistes ci, les réformistes ça ». Et je dois aussi leur rappeler que le chef des gardiens de la révolution, par exemple le général Ahmad Vahidi, qui a littéralement été le tout premier commandant de la force Quds, en gros, l'unité des gardiens chargée de l'axe de la résistance, c'est-à-dire la division responsable de tout ça, eh bien lui aussi a voté en faveur du protocole d'accord, n'est-ce pas? Donc, la situation est plus complexe qu'il n'y paraît. Mais jusqu'à présent, on sait qu'ils ont choisi d'aborder la situation de la bonne manière. La question du contrôle du détroit est aussi un point majeur. Pour que l'Iran puisse peser à l'échelle mondiale sur la scène internationale, il lui faut un levier important, quelque chose de vraiment significatif. Et ce levier, c'est le détroit. Le détroit d'Ormuz, c'est précisément ça. Évidemment, je dois conclure cette partie avec ce point. Si les exportations militaires iraniennes augmentent de 300% après l'annonce de la fourniture de drones à la Russie, imaginez un peu le type de demande d'achat que l'Iran recevrait après la nouvelle de la destruction d'un F-35, d'un F-18 ou d'un F-15. Donc je pense qu'il y a deux choses qui vont se produire concernant l'Iran. Premièrement, l'Iran jouera un rôle très important en affaiblissant la monnaie américaine, le dollar, notamment en imposant l'adoption du rial iranien pour les règlements comme moyen de paiement pour le passage du détroit d'Ormuz, pour les frais administratifs
et aussi parce que le pays générera des revenus bien plus importants grâce à l'exportation de son matériel militaire. On that note, then, Hassan, I wanted to ask you about, the Strait of Hormuz. Obviously, you just outlined not only how it's important, but also all these other factors for Iran as it navigates this particular phase of the war. But with the Strait of Hormuz, I'm curious about the situation with Oman, because there's a lot of, I think, misconceptions and perhaps misunderstandings now being spread about how this is actually going to be controlled, because it seems like the United States is trying to open up a corridor with Oman, yet Oman and Iran are negotiating for the joint management of the strait. What do you make of this? How does Iran navigate this dynamic? Y a-t-il un risque pour la capacité de l'Iran à réguler et à contrôler le détroit d'Ormuz si Oman coopère avec, bien sûr, la Turquie agressive, c'est-à-dire les États-Unis? Quelle est ton analyse là-dessus? The aggressor party, which is the United States. What's your thoughts on this? Yeah, very good question. First of all, I need to address the elephant. Oui, très bonne question. D'abord, il faut que je parle de l'éléphant au milieu de la pièce. Et à chaque fois que je dois le faire, ça me brise vraiment le cœur. Parce qu'en Iran, on considère sincèrement Oman comme un pays ami. Vous savez, quand le défunt roi d'Oman est décédé, il y a eu une énorme réaction. Beaucoup de gens ont été touchés par cette nouvelle en Iran, n'est-ce pas? On considère le sultan Qaboos comme un homme très honorable, non? Donc, vu la manière dont on perçoit Oman en Iran, ce que je vais dire maintenant n'est pas vraiment agréable pour moi, au moins. D'accord? Mais le fait que les gardiens de la Révolution aient mené une attaque de drone contre un navire qui violait la navigation maritime et tentait d'utiliser le couloir sud, celui qui longe les eaux territoriales omanaises, montre clairement que cette coopération irano-omanaise ne fonctionne pas aussi solidement que certains veulent le faire croire. Vous voyez? Alors, parlons de cet éléphant au milieu de la pièce. Et d'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas être trop dur avec Oman. Imaginez un peu, vous êtes responsable politique à Oman et vous devez naviguer entre deux pays en conflit l'un avec l'autre. Franchement, il faut leur accorder un peu de marge. Mais les décideurs à Oman, eux, n'ont pas encore tranché. C'est la vérité, non? Et la présence des agresseurs américains, de l'armée américaine, dans le couloir sud, elle est très claire, aussi bien pour les gens en Iran que pour tous ceux qui suivent cette situation. Donc oui, à ce niveau-là, il y a bien un danger. Mais je pense que les diplomates iraniens, et là je veux leur reconnaître un mérite parce que je les critique souvent, donc disons que c'est ma petite concession envers eux, ont vraiment compris l'importance de mener des négociations bilatérales avec d'autres pays en dehors des États-Unis. Et je pense que c'est une voie qu'ils doivent continuer à suivre. Cela dit, je ne veux pas citer le nom du responsable politique qui partage cette idée parce que c'est un peu délicat pour moi. Mais un homme politique iranien très très haut placé, qui détient beaucoup de pouvoir à l'intérieur du pays, estime que le droit de gérer la navigation maritime dans le détroit devrait appartenir exclusivement à l'Iran. Les Omanais doivent comprendre l'opportunité que l'Iran leur tend, parce que cette personne, vu le pouvoir qu'elle détient, peut vraiment faire pression et même bloquer certaines autres positions. Donc, que les Omanais choisissent de s'aligner sur l'Iran ou de prendre le parti des États-Unis, on sait qu'il n'y aura pas de retour à la situation d'avant. C'est impossible. Les États-Unis ont créé ce désordre et maintenant, eh bien, ils doivent en assumer les conséquences. Comme on dit, ils ont fait leur lit et ils doivent s'y coucher. Voilà la nouvelle réalité dans le détroit d'Ormuz. Now,
Alors, pour en venir à la question des autres aspects de ce qui semble être, enfin, pour être tout à fait franc, selon mon analyse, le protocole d'accord. La seule valeur que j'y vois pour l'Iran, c'est d'obtenir tout ce qu'il peut, que ce soit 6 milliards, 12 milliards de dollars d'avoir débloqué, un allègement des sanctions, tout ça, petit à petit. Les États-Unis et Israël ont déjà montré qu'ils étaient incapables d'appliquer même ces conditions jusqu'à leur terme logique. À mon avis, même parler d'un accord final, je ne sais même pas si on ira jusque-là. Étant donné que je vis aux États-Unis, je sais comment fonctionne le gouvernement américain. Je suis très sceptique sur le fait qu'on en arrive vraiment à ce stade. Mais pour revenir à ce point que certains ont soulevé et qui, j'en suis sûr, vous a mis en colère. Je dois dire que ça m'a vraiment mis en colère d'entendre ça. Cette idée que l'Iran serait en train d'abandonner, disons Gaza, à cause de ses limites, de son cadre restreint, ou de ce qu'on perçoit comme un cadre restreint dans le protocole d'accord sur le front de la résistance. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces critiques? Parce que ce n'est pas seulement Gaza. On dit la même chose à propos du Liban. Et bien sûr, le Liban comme Gaza subissent encore les conséquences de l'agression israélienne soutenue par les États-Unis. Quelle est votre opinion sur ce point et sur les critiques que beaucoup de gens formulent en ce moment? On en entend beaucoup parler. Je me méfie toujours quand ce genre d'argument circule, mais malgré tout, je pense que c'est important d'en parler. No, you have every right to be suspicious of those points because literally there is this Israeli journalist, quote unquote journalist. He has, excessive ties to the unit 8200, Eddie Cohen. Mm-hmm. He also used the same term. He said that why isn't Gaza included in the deal? Isn't that haram? Ayyab Yaforos, right? He said, oh, shame on you, the Persians, right? So he was clearly trying. Et certaines personnes, consciemment ou non, reprennent en gros la propagande qu'Israël cherche à diffuser. Alors oui, vous avez tout à fait raison d'être sceptique face à ces points de vue. Mais quand on parle de ce qui se passe ici, d'abord certains veulent tout ramener à une question de sectarisme, n'est-ce pas? Ils disent « Pourquoi vous, les Iraniens, êtes-vous si bruyants, si furieusement en colère à propos de ce qui se passe au Liban, alors que vous ne montrez pas la même colère quand il s'agit de Gaza ?» Ils ne le disent pas toujours directement, mais c'est bien ce qu'ils veulent insinuer, que c'est une question de sectarisme. Alors, la première chose que je dois dire pour répondre à ça, c'est que s'il faut choisir entre le Liban et Gaza, je suis désolé, mais l'Iran doit choisir le Liban. Et il y a une raison très logique à ça. Le Liban est littéralement entré en guerre pour défendre l'Iran. Vous imaginez? Ah, regardez, on ne va pas vous inclure. On va demander pour Gaza, mais pas pour vous. Parce que, vous savez, un tel pourrait mal le prendre. Et il pourrait penser qu'on agit de manière sectaire. Donc, par peur de paraître mal, on ne va pas se ranger de votre côté. On va faire le « non ». C'est juste une question de décence et de respect élémentaire. Soutenir celui qui vous a soutenu. C'est la base, tout simplement. Donc ça, c'est la première chose. Mais en réalité, c'est encore plus que ça. Quand on essaie de négocier un accord, évidemment, on cherche à obtenir plus ou à céder moins, peu importe, on essaie de trouver un équilibre, non? Alors imaginez comment Israël a mené sa riposte, une riposte folle, génocidaire, après le 7 octobre. Ils ont d'abord attaqué Gaza, ils ont sécurisé Gaza, puis ils sont passés à la Syrie, et ils ont sécurisé la Syrie. Je veux dire, de leur point de vue, je sais bien que ce sont des maniaques génocidaires, mais suivez mon raisonnement. Ensuite, ils se sont tournés vers le Liban. Le Liban, c'est la dernière pièce du puzzle. En informatique, on a quelque chose qu'on appelle une pile. Le principe, c'est premier entrée, dernier sorti.
D'accord? Alors qu'une file, c'est premier entrée, premier sorti. Mais une pile, c'est l'inverse. Premier entrée, dernier sorti. Quand vous lavez des assiettes et que vous les empilez, pour en reprendre une, vous devez d'abord enlever celle du dessus, n'est-ce pas? Donc certaines choses suivent la logique du premier entrée, dernier sorti, d'autres celle du premier entrée, premier sorti. Et là, on est dans une situation de ce type. Si l'ennemi a avancé sur votre territoire, vous ne pouvez pas simplement passer derrière ces lignes et commencer à l'attaquer depuis ce point-là. Non, il faut les repousser. Et dans ce sens, les repousser, ça commence par le Liban, puis ça s'étend progressivement à la Syrie et à Gaza. Autre point que je dois mentionner, le représentant du Hamas, Hazem Qassem, a clairement expliqué que le Hamas participait aux négociations et qu'il coordonnait leurs actions avec les diplomates iraniens. Alors, à moins que certains veuillent prétendre qu'ils sont de meilleurs partenaires, mieux informés que les représentants du Hamas, ou qu'ils ont une supériorité morale sur les combattants de la résistance et le bureau politique du Hamas, à moins qu'ils veuillent défendre ces idées-là, il est essentiel de connaître la position du Hamas lui-même. Et un dernier point, le général de la force Al-Quds du corps des gardiens de la révolution islamique, le général Kahani, l'a dit à la télévision nationale qu'il allait reconstruire le Hamas, n'est-ce pas? À tous les niveaux qu'on peut imaginer, on voit bien que l'Iran n'a pas abandonné Gaza. Mais c'est vraiment regrettable que pour nous, les Iraniens, ce ne soit pas si simple de faire ce que 8,3 milliards de personnes ne semblent pas vouloir faire, c'est-à-dire négocier un cessez-le-feu à Gaza. Et d'ailleurs, je m'excuse, j'avais dit que mon dernier point serait ma dernière remarque. Mais voilà, il existe déjà quelque chose qui s'appelle le Conseil de la paix là-bas, et il est soutenu par une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies. Nous n'avons pas assez de poids pour dire « Vous savez quoi? On va opposer notre veto à la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU et on va agir à notre manière. » Non, ce n'est pas comme ça. Nous n'avons tout simplement pas ce genre d'influence. Oui, et ça change aussi les règles du jeu, Assad. Parce que, si les gens s'en souviennent, la raison pour laquelle cette résolution du Conseil de sécurité de l'ONU a été adoptée, ce n'est pas, comme certains le prétendent, et ça ne concerne pas seulement l'Iran, mais aussi la Chine et la Russie, à cause de ces pays qui essaient de faire bouger les choses et d'amener le monde dans une meilleure direction pour toute l'humanité. Ces pays-là se retrouvent souvent accusés d'être responsables de ce genre de situation. Mais on oublie que, premièrement, les États-Unis et Israël menaçaient de reprendre un génocide total à Gaza si la résolution n'était pas adoptée. Et deuxièmement, tous les pays du Golfe ont littéralement consulté, discuté et ont dit, y compris l'autorité palestinienne, qu'on peut critiquer et condamner autant qu'on veut, mais c'est la seule instance aux Nations Unies qui ait vraiment son mot à dire. Et pour le meilleur ou pour le pire, souvent pour le pire, bien sûr. Mais en même temps, s'attendre à ce que cette résolution, adoptée en quelque sorte sous la pression et avec le soutien de pays et d'entités qui, franchement, n'auraient sans doute pas dû la soutenir, change vraiment la donne. Ça détourne l'attention du vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas eu d'effort crédible pour freiner les États-Unis et Israël et faire porter toute la responsabilité sur l'Iran ou sur un seul pays, alors qu'on parle d'un empire et d'Israël, littéralement Israël installé sur les Palestiniens, eh bien, je pense que ça déplace complètement les repères. Et ça minimise, voire ça efface le fait que oui, en tant qu'État de la région, l'Iran est le seul pays qui ait fait quoi que ce soit pour soutenir la résistance palestinienne. Et en réalité, toute forme de résistance dans la région. Et ça, c'est vrai depuis plusieurs décennies maintenant. Mais vous, quelle est votre réaction?
Écoutez, oui, en fait, il y a pas mal de vrai là-dedans. Vous voyez les gens, pardon, c'est un peu en dehors de mon domaine, celui pour lequel vous m'avez invité. Mais j'entends des gens dire « Oh, Poutine est un vendu. Poutine est idiot. » Pardon? Everyone's a sellout. Yep. Non, j'allais dire, tout le monde s'est vendu. Poutine s'est vendu aussi. Yeah. Et ils disent « Ah, pourquoi est-ce que Poutine montre de la faiblesse? » Parce que, enfin, évidemment, la Russie négocie aussi avec les États-Unis, non? Donc, quand les gens critiquent l'Iran parce qu'il négocie avec les États-Unis, il faut bien comprendre que la Russie aussi négocie avec eux. Et la Russie, c'est une superpuissance. Elle n'est pas soumise aux mêmes contraintes ni à la même pression que nous. La Chine, de son côté, essaie de gérer l'escalade avec les États-Unis. Je n'appellerais pas ça vraiment une négociation, mais ils ne vont pas dire « Vous savez quoi, au diable les Américains, on va faire ce qu'on veut. » Ils continuent, malgré la taille de leur économie et malgré leur puissance, à gérer l'escalade. Mais chacun de ces acteurs se fait maintenant traiter de vendu, non? 2 fois en une semaine, si je me souviens bien, une raffinerie à Moscou a été visée par des drones ukrainiens, non? Il y a eu aussi une autre attaque contre un site du complexe militaro-industriel en Russie, non? Et la Russie, en réalité, n'a pas de solution concrète et viable pour l'Ukraine, n'est-ce pas? Vous imaginez la quantité de ressources qu'ils ont dû engloutir en Ukraine pour prendre ces territoires? Quoi? Ils sont censés marcher jusqu'à Kiev? Vous pensez que c'est facile? Vous croyez que Poutine a cette option, mais qu'il choisit simplement de l'ignorer? Vous voyez ce que représente la production de drones ukrainiens? Des installations ont été déplacées en Allemagne, en Italie, dans différents pays, pour ne pas être vulnérables à une attaque russe. Désolé, c'est un peu étrange pour moi de parler de la Russie alors que je parlais de l'Iran, et c'est d'ailleurs le sujet pour lequel on m'a invité. Mais en fait, ça rejoint la question et l'ambiance que vous créez en la posant, non? Que pensez-vous de tous ces acteurs qui prennent des décisions que les gens ont du mal à vraiment comprendre? Ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien comprendre qu'il y a une limite à ce qu'on peut savoir sur les événements d'un pays en utilisant la traduction automatique de X ou le bouton « Traduire » de Telegram. Il faut étudier un pays plus de 10 jours pour commencer à le comprendre. Il faut étudier un pays pendant 10-20 ans pour vraiment devenir un expert de ce pays. Ce n'est pas simple. Quand on dit qu'une personne comme le président Poutine est un vendu, ou qu'il prend des décisions stupides, ou quand on parle des choix faits par les généraux des gardiens de la Révolution, il faut se mettre à leur place et se demander si nous, on aurait pu faire ce qu'ils ont fait. Pensez-y vraiment. Si vous étiez à la tête des gardiens de la Révolution, avec le budget limité qu'ils ont et qu'il fallait affronter l'armée des États-Unis, vous croyez que vous pourriez le faire? Juste un détail. Le budget de Daesh est plus grand que celui de toutes les forces armées iraniennes réunies. Le budget de Daesh, incroyable. Et vous pensez que vous pourriez combattre l'armée américaine, qui a un budget plus élevé que les 10 pays suivants réunis? Vous pensez vraiment que ce serait possible? Alors, vous ne voyez pas la contradiction profonde dans votre propre raisonnement. Quand vous dites « Ah, si vous aviez juste combattu un peu plus longtemps, vous auriez pu gagner. » Mais en même temps, tu ignores tranquillement le fait que cette victoire, que tu présentes comme si elle était facile à obtenir, a été remportée par les généraux des gardiens de la Révolution. Tu donnes l'impression que c'était simple à accomplir. Or, cette victoire, ce sont eux qui l'ont obtenue. Et pendant que tu dis qu'ils étaient assez puissants pour remporter une victoire totale, ce qui d'ailleurs n'est pas tout à fait vrai, nous, on a beaucoup souffert. On a dû se maîtriser, tenir bon et se défendre face aux États-Unis.
Si demain je perds une course contre Usain Bolt, moi qui pèse environ 100 kilos et qui n'ai jamais fait de sprint ou d'entraînement, et que je perds de seulement quelques secondes, ça ne veut pas dire que ce que j'appelle Hassan, we might have lost you. On t'a peut-être perdu pendant une seconde. J'espère que tu reviens. Tu disais que ça marche pas. Je comprends. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On t'a perdu pendant quelques secondes. Tu disais que ça ne rend pas. Je crois que tu allais dire que ça ne permet pas à ce qu'a fait l'Iran de continuer. Désolé, on a raté la fin. C'est bon. Écoute, pas besoin d'exagérer. C'est très bien de dire que l'Iran a su se défendre. Pas la peine d'en faire trop et de dire « Oh, l'Iran a écrasé les États-Unis ». Non, c'est déjà assez important que l'Iran ait pu se défendre. Non? Et si on n'exagère pas, on comprend mieux les limites auxquelles tous ces décideurs sont confrontés, que ce soit en Iran, en Chine, en Russie, dans tous ces pays. Les États-Unis restent un pays très puissant. Et là-dessus, je pense que, tu sais, toutes ces discussions sur le déclin du dollar américain, auxquelles j'ai malheureusement participé, eh bien, je crois qu'on a un peu créé un monstre qu'on ne peut plus vraiment... Oui, désolé, c'est nous qui avons fait ça. On est allé sur différents plateaux, on a parlé du déclin américain et de la multipolarité, et maintenant, on a créé un monstre qu'on n'arrive plus à contenir, qui part dans tous les sens. Désolé. Je sais que la fin de mon commentaire était un peu décousue. Non, moi je trouve que c'est bien. J'aime bien avoir ces discussions plus larges quand on arrive dans la deuxième partie. Mais là, dans la minute ou deux qu'il nous reste, je vais juste dire ceci, puis je te laisserai le mot de la fin. C'est assez drôle, parce que tu sais, cette chaîne se veut vraiment un grand défenseur du monde multipolaire. Elle aime mettre en avant ce qu'elle a réussi à faire, et ce que des pays comme l'Iran, la Chine, la Russie, ou même des pays plus petits parviennent à accomplir. Mais je pense qu'il y a une tendance à voir ce nouvel ordre mondial comme un jeu à somme nulle, comme si la Chine ou la Russie allaient marginaliser les États-Unis, ou que les États-Unis allaient disparaître à cause de ce qu'ils font, ou de ce que fait l'Iran. La vérité, c'est que la particularité de la façon dont l'Empire américain se comporte, toute sa structure, pas seulement le système financier du dollar, mais tout le reste, le système politique, l'armée, tout, n'est pas vraiment faite pour prospérer, s'étendre et durer éternellement. Je pense qu'il est construit pour s'effondrer, mais il ne sera pas détruit par une guerre mondiale ou quelque chose de ce genre. Ce sont ses propres contradictions internes qui finiront par le détruire. Et ça veut dire que les gens qui vivent dans ce pays, qui vivent en Occident, devront être ceux qui, comme l'ont fait les Iraniens et comme tant d'autres peuples à travers le monde, devront dire « D'accord, voilà ce qu'on veut. On veut un meilleur système. Nous voulons un monde meilleur. C'est à nous de le construire. Ce ne sont pas la Chine et la Russie qui vont le détruire. La Chine, la Russie et l'Iran doivent se développer eux-mêmes. Ils doivent s'occuper de leurs propres besoins, de leurs propres ambitions. On ne peut pas mener une guerre totale contre une puissance nucléaire. D'abord, ça n'existe pas. On ne fait pas de guerre totale avec des armes nucléaires. L'ère nucléaire a éliminé toute possibilité qu'un affrontement Russie-États-Unis ou Chine-États-Unis puisse aller au-delà d'une catastrophe nucléaire. Donc à partir de là, la Chine, la Russie, l'Iran, n'importe quel pays en fait, aurait tout intérêt à ne pas se lancer dans ce genre de guerre et serait bien mieux inspiré de se concentrer sur la construction de quelque chose de meilleur. J'en appelle donc aux publics occidentaux, et bien sûr aux Américains, à se concentrer sur les changements qu'ils doivent eux-mêmes opérer pour que tout cela s'arrête. Parce qu'au fond, c'est ça qui mettra fin au génocide à Gaza, au génocide contre le peuple libanais, à cette guerre contre l'Iran, à tout ça. C'est ça qui peut l'arrêter.
l'Iran, la Chine, la Russie, l'axe de la résistance, toutes ces forces qui essayent de se battre pour quelque chose de meilleur, elles riposteront. Mais au bout du compte, si l'Empire a carte blanche pour faire ce qu'il veut, avec le consentement de sa propre population, ou au moins un consentement tacite, ou simplement parce que les gens ne font pas attention, peu importe la raison. C'est là, je pense, que résident les plus grands dangers. Voilà comment je vois les choses, Hassan. À toi, le mot de la fin, pour conclure. As we close out here. It's very funny that you actually mentioned that because I C'est marrant que tu mentionnes ça, parce que j'en ai justement parlé aussi. Les gens ont une perception complètement déformée de cette question. Ils pensent que si l'Iran gagne et qu'on réussit d'une manière ou d'une autre à libérer la Palestine, alors ça réglera le problème du sionisme aux États-Unis et du fait que le Congrès ne met pas les besoins essentiels des Américains en priorité, avec toujours cette politique du Israël d'abord. Mais non, en réalité, ce serait encore pire. Tu crois qu'ils iraient où, tous ces sionistes, une fois qu'il n'y aurait plus d'État ethno-suprémaciste sur lequel ils auraient un contrôle total? Ils deviendraient en fait plus agressifs aux États-Unis. Donc, d'une certaine façon un peu tordue, si tu veux être égoïste, prie pour que l'Iran ne gagne pas, parce que sinon ce sera plus dur pour vous. pray against Iran's victory because it will become harsher for you guys. I'm dead serious about this one. Je suis on ne peut plus sérieux là-dessus. Il y a beaucoup de choses que les gens doivent apprendre à faire par eux-mêmes. Le fait est que, depuis 2016, j'entends parler de Bernie Sanders et de Bernie Sanders lui-même, qui s'est révélé plus tard être un imposteur. Je veux dire, pour quelqu'un comme moi, un peu extérieur à tout ça, êtes-vous prêt pour une révolution avec sa voix si particulière, sa posture, tout ça? Eh bien, cette révolution, elle ne s'est jamais matérialisée, n'est-ce pas? J'entends des gens dire qu'il y a un changement dans la société américaine, que les mentalités évoluent. Mais ensuite, je vois des choses comme celle-ci. Marjorie Taylor Greene a présenté un amendement pour imposer un embargo total sur les armes à destination d'Israël. 6 personnes ont voté pour. 6 people voted for it. 3 of the 6 people are now out of US Congress. 3 des 6 personnes ne siègent plus au Congrès américain. Marjorie Taylor Greene, Al Green et Thomas Massie. Vous n'avez même pas réussi à garder Thomas Massie au Congrès. Je suis désolé, je ne veux pas paraître irrespectueux ni arrogant, mais pensez que la victoire de l'Iran va changer ça. Non, ça ne changera rien. Il faut comprendre que les failles du système politique américain ne seront pas corrigées par une aide extérieure. Ça n'arrivera jamais. Je pense qu'une vision plus réaliste, une compréhension plus lucide de la dynamique en jeu serait très bénéfique. Et d'ailleurs, c'est pas pour minimiser le travail de ceux qui s'intéressent vraiment à la politique étrangère. J'écoutais, je crois, Stephen Kinzer, l'auteur du livre « Tous les hommes du chat », et il disait que la politique étrangère ne figure même pas dans le top 10 des sujets auxquels un électeur américain moyen prête attention au moment de voter. Donc, c'est déjà remarquable qu'ils aient décidé de s'y intéresser. Mais il faut qu'ils comprennent que même si la politique étrangère est importante, même si des guerres à 12 000 kilomètres de leur côte peuvent avoir un impact sur leur vie, même si cette prise de conscience est admirable, ils doivent comprendre qu'aucun autre pays ne peut résoudre leurs problèmes à leur place. En fin de compte, la réforme doit venir de l'intérieur. The reform comes from within, basically. Oui. Et au fond, si les gens aux États-Unis, les gens qui regardent cette émission, les Occidentaux, considèrent le génocide à Gaza, le génocide contre les Libanais au Liban, la guerre contre l'Iran, le Yémen et tout le reste, comme leur problème aussi, alors eh bien, il faut s'adresser directement aux responsables de ce problème. Et ces responsables sont à Washington et à Tel Aviv. Très bien, Hassan, c'était un vrai plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Je veux m'assurer que tout le monde mette un petit j'aime. Je veux aussi remercier Peace Lover Forever pour ton super chat. Désolé de ne pas avoir pu aller plus loin sur ce point,
mais je pense qu'on l'a abordé dans la discussion. Hassan, est-ce qu'il y a un endroit où les gens peuvent te retrouver pour que je le mette dans la description de la vidéo tout de suite, juste avant qu'on termine, afin qu'ils puissent y aller ensuite? I have my own YouTube channel, which J'ai ma propre chaîne YouTube. Enfin, je veux dire, je ne publie pas énormément de vidéos. C'est surtout un moyen pour moi de regrouper mes interviews au même endroit, dans la section collaboration, tu vois. Donc pour les gens qui veulent regarder mes entretiens, c'est une façon très simple d'y accéder. La chaîne s'appelle Political Aficionado. J'ai la même chaîne sur Telegram. Et en fait, l'endroit où je suis le plus actif, c'est sur X, sous le nom d'utilisateur Safa Nejad IR. Ça s'écrit SAFA Nejad-IR. Là-bas, les gens peuvent lire ce que je pense des évolutions géopolitiques dans la région. Parfait. Oui, j'ai mis les deux liens dans la description de la vidéo juste en dessous. Allez, tout le monde, pensez à cliquer sur le bouton j'aime avant de partir. Ça aide vraiment à faire remonter l'émission une fois qu'on a terminé. Demain, je serai de retour pour clôturer le mois de juin, le 30 juin, à 14h, heure de la côte Est, avec le professeur Richard Wolff. On fera ensemble une analyse économique de la situation actuelle. Très bien, on se retrouve donc le 30 juin, à 14h, heure de la côte Est. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime avant de partir et allez voir le travail d'Hassan dans la description de la vidéo juste après. À la prochaine, à très bientôt. Au revoir. And until next time, see you then. Bye-bye.